comme d'habitude, si vous aimez mon contenu mais que vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire, c'est gratuit et c'est un super soutien. Olga de Kiev. Je suis à peu près sûr que ce nom ne vous dit rien. Et pourtant, sacré personnage. Lorsque son mari est violemment assassiné, cette princesse Vareg sort de l'ombre et va se livrer à l'une des plus spectaculaires et macabres vengeances de l'histoire. Assassinat, massacre, crime de masse, elle ne va reculer devant rien pour venger son mari. Mais au-delà de ces atrocités, elle va se révéler être un chef d'État doué, qui va grandement moderniser et permettre à son petit État d'émerger et de poser les bases de ce qui deviendra la Russie. On la surnomme aussi Sainte Olga, car oui, elle a été canonisée. Mais du coup, comment cette princesse sanguinaire s'est-elle retrouvée canonisée? Eh bien, c'est ce que l'on va tenter de comprendre. Notre histoire débute au 9e siècle, lorsque des Scandinaves venus de Suède s'étendent et colonisent une partie de l'Europe de l'Est. En remontant des fleuves et en créant de nouvelles routes commerciales vers le sud en direction de Constantinople, ils fondent des villages, des villes et des places fortes, dont les plus connus sont Novgorod et Kiev. Ces Vikings fraîchement installés à l'Est, que l'on nomme les Varegs ou bien les Russes, dirigés par un certain Riorik, y fondent la Russe de Kiev vers 880 et désignent Novgorod comme capitale. Cependant, Riorik reste une énigme. Il est bien cité par les sources byzantines, mais on ignore précisément d'où il vient. Certains disent qu'il viendrait de Suède et d'autres du Danemark, ou même encore d'ailleurs. Ce qu'il faut retenir de lui, c'est qu'il est vu comme une sorte de père fondateur légendaire de la Russie, puisque c'est lui qui fonde la dynastie des Riorikides. Un nom qui pour certains doit vous parler, puisque c'est de cette dynastie que descend un certain Ivan le Terrible, le tout premier tsar de Russie, qui a eu le droit à son épisode. Très vite, cette toute récente principauté qui prend forme sur les terres des Slaves et des Khazars s'enrichit, avec le commerce notamment du bois, des peaux, d'ambre et d'esclaves qu'ils fournissent aux Byzantins. Bon là vous êtes en train de vous dire, bon Thibaut, pourquoi tu nous parles de Vikings? Attendez, vous allez comprendre. Riorik meurt en 879, mais son fils Igor est trop jeune pour reprendre son titre. C'est donc un certain Oleg le Sage, ou bien de Novgorod selon les versions, qui devient prince de Kiev. Il va mener plusieurs guerres pour élargir le territoire de la Russe autour de Novgorod, jusqu'à Constantinople. Il monte une grande armée Vareg et tente de conquérir une partie de l'Empire byzantin, et il réussit. Il déferle sur une partie du nord de la Grèce, en détruisant tout sur son passage, n'hésitant pas à piller et à réduire en cendres des églises, jusqu'à se retrouver aux portes de la capitale byzantine. Pour faire cesser la guerre, les Byzantins acceptent de commercer avec les Varegs, et leur donnent même un comptoir commercial dans Constantinople. Et c'est pendant le règne d'Oleg que naît, sans doute autour de 890, une certaine Olga. Là encore, on ignore beaucoup de choses sur sa jeunesse, si ce n'est qu'elle épouse Igor de Kiev, le fils de Riorik. Et en 892, Oleg meurt, et Igor, maintenant en âge de gouverner, prend sa place avec à ses côtés Olga de Kiev. Igor Ier va rencontrer quelques difficultés au début de son règne. Il peine à s'affirmer et doit combattre sans cesse des petites tribus dissidentes qui refusent de lui verser un tribut annuel. En 941, malgré la paix entre les Varegs et les Byzantins, il rêve toujours, comme ses prédécesseurs, de conquérir Constantinople. Il va alors de nouveau monter une armée composée de Varegs, de Slaves et de mercenaires Petchénègues, un peuple turc converti au judaïsme, recruté spécialement pour l'occasion. Il pense faire comme le vieil Oleg, mais sa flotte tombe sur les Grecs, mis au courant de leur venue, et Igor voit sa flotte entièrement détruite par une arme terrifiante, le feu grégeois. Finalement, Igor renonce à son rêve byzantin et rentre à Kiev, avant d'envoyer un ambassadeur à Constantinople pour signer une nouvelle paix. En 945, il part collecter l'impôt auprès notamment des Drevliens, un peuple slave vivant aux alentours de Kiev. Sauf que Igor, niveau impôt, il se gêne pas pour se gaver. Il leur fait payer un tribut de plus en plus cher et de plus en plus souvent. Et forcément, au bout d'un moment, ça râle. Ils se mettent à refuser de payer plus. Igor, mécontent, décide d'aller régler ça en personne. Mais une fois arrivé devant leur cité, les Drevliens sortent, massacrent ses hommes et le capturent. Igor ne va pas vivre très longtemps en captivité, puisque très vite, il est exécuté, et ne reçoit même pas les sacrements dus à un prince Vareg. Lorsque Olga apprend l'exécution de son mari, elle décide qu'il est temps pour elle de sortir de l'ombre. Igor Ier et elle ont eu un fils, même deux, dont Sviatoslav, mais ce dernier est encore trop jeune pour prendre la place de son défunt père. C'est donc Olga qui va prendre la régence. Et autant vous dire que du sang va couler,
car pour Olga, l'heure de la vengeance a sonné. Peu de temps après l'assassinat de son mari, Olga reçoit une proposition assez surprenante. Elle reçoit une demande en mariage de la part du prince mâle des Drevliens. Ouais, je bute ton mari et maintenant tu vas m'épouser. Charmant. Intelligente et stratège redoutable, Olga va alors profiter de cette occasion pour accomplir sa vengeance. Dans un premier temps, elle fait mine d'accepter, mais demande que des émissaires drevliens lui soient envoyés. Et ils acceptent, et lorsque ces derniers arrivent à Kiev, ils sont capturés. Certains sont torturés à mort, tandis que les autres sont jetés dans des fosses et enterrés vivants. Ça commence bien, mais c'est pas fini. Elle fait parvenir un message au prince drevlien en lui disant qu'elle a bien reçu les premiers émissaires et qu'elle accepte de venir. Mais il faut qu'on lui envoie pour l'escorter sur la route les hommes les plus forts et valeureux que comptent les drevliens. La demande est acceptée et lorsqu'ils arrivent à Kiev, ils ignorent totalement le sort qui a été réservé aux précédents hôtes d'Olga. Après ce long voyage, Olga va leur prêter ses bains personnels, afin que ces valeureux guerriers qui ont fait du chemin puissent se reposer. Bon, vous imaginez bien que si elle fait ça, c'est pas pour choper 5 étoiles sur TripAdvisor. Une fois bien installée dans les bains, les portes sont fermées, et Olga ordonne que l'on mette le feu. Après les tortures, les types enterrés vivants ou bien brûlés vifs, normalement sa vengeance devrait s'arrêter là. Eh ben non. Olga va organiser une veillée funèbre en hommage à son mari, et elle convie près de 5000 Drevliens à un grand banquet. À ce moment-là, personne ne sait ce qui est arrivé aux deux délégations envoyées précédemment. Encore une fois, c'est un piège. Olga s'arrange pour que tout le monde soit sous, puis fait assassiner tout le monde, façon noce pourpre de Game of Thrones. Alors même si ces chiffres sont discutables, elle a bel et bien fait assassiner presque tout le gratin drevlien ainsi que le prince mâle. Bon, et maintenant qu'elle a fait tuer tous ceux impliqués de près ou de loin dans la mort de son mari, elle va peut-être s'arrêter là. Toujours pas. En apprenant la nouvelle du massacre, beaucoup de Drevliens apeurés décident de se barricader à Iskorosten, la principale cité drevliane. Arrivée au port de la ville, toujours avec cette volonté pathologique de se venger à tout prix, elle fait une étrange proposition à ses habitants. Elle leur dit en gros, bon, j'ai tué la plupart de vos chefs et de vos soldats, et comme je sais qu'il ne vous reste plus grand chose, je vais être sympa pour cette fois. Je réclame juste de la part de chaque foyer, 3 pigeons et 3 moineaux. Mais est-ce que Olga a l'habitude d'être sympa ? Non. Et qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec tous ces oiseaux ? Eh bien, elle ordonne que l'on attache à leurs pattes des bouts de tissu ou de toile, auxquels on met le feu, avant de relâcher les oiseaux à la nuit tombée. Naturellement, les oiseaux retournent vers la ville d'où ils viennent, et se posent sur les toits. Des toits en paille. Vous commencez à comprendre, Olga vient de mettre le feu à la ville. Iskorosten est réduite en cendres, et les rares survivants sont soit exécutés, soit réduits en esclavage. Cet acte portera tellement un coup fatal aux Drevliens qu'ils disparaîtront une 50aine d'années après, et leurs terres seront avalées par la Russe de Kiev. Donc la meuf, pour venger son mari, vient juste d'anéantir un peuple entier. Bon, et du coup, comment est-ce qu'elle est devenue sainte ? Non, parce que normalement, tuerie de masse et sainteté, c'est pas trop compatible. Alors, comment a-t-elle fait pour se racheter auprès du Seigneur ? Eh bien, c'est là que ça devient intéressant. De base simple régente, Olga de Kiev a su s'imposer comme étant un chef d'État implacable, et permet à la Russe de Kiev de s'étendre notamment vers le nord. Elle abandonne également le système de tribus ayant causé la mort de son mari, pour un nouveau système de collecte d'impôts. Elle s'impose aussi sur le plan diplomatique, avec l'amélioration des relations avec l'Empire byzantin, comme lorsqu'elle se rend à Constantinople en 954 pour rencontrer l'empereur Constantin VII. Certaines sources attestent que l'empereur lui aurait demandé sa main, mais comme elle était païenne, elle aurait refusé. Alors Constantin lui propose le baptême, et elle accepte. Elle se convertit au christianisme et se fait baptiser avant de prendre le nom d'Hélène. Comme elle avait toujours une idée derrière la tête, on peut aussi supposer qu'elle ait fait ce choix par intérêt politique ou économique. Toutefois, il existe aussi une autre version concernant son baptême. Certaines sources évoquent la venue d'Olga à Constantinople, mais sans mentionner son baptême. On pourrait donc supposer qu'elle se soit faite baptiser à Kiev avant de partir à la rencontre de l'empereur byzantin. Mais finalement, pas de mariage. Une fois baptisée, elle repart pour Kiev. De retour sur ses terres, elle va tenter par tous les moyens de convertir son peuple au christianisme, mais en vain. Même son fils, Sviatoslav, refuse le baptême, jugeant que ça pourrait le rendre ridicule et illégitime pour diriger ses hommes. Car oui, maintenant, Sviatoslav Ier, grand-duc de Kiev, est suffisamment grand pour prendre le pouvoir, mais son règne est surtout marqué par des guerres incessantes, qui feront de la Russe de Kiev l'un des États européens le plus vaste de l'époque. Il affronte et soumet les Khazars en 964,
Puis, sous la demande des Byzantins, il entre en guerre contre les Bulgares 3 ans après. Et pendant que le fiston s'occupe à castagner à droite à gauche, même si elle est âgée, c'est Olga qui continue de gérer véritablement la Russe. Comme Sviatoslav est tout le temps en train de guerroyer, Kiev est sans protection, et ce qui devait arriver, arriva. Leurs anciens alliés, les Petchénèques, se retournent contre eux, et assiègent Kiev, et c'est Olga qui va s'illustrer une dernière fois en organisant la défense de la ville. Elle réussit à leur tenir tête, jusqu'à l'arrivée de son fils pour libérer Kiev. Mais quelques semaines après ce siège éprouvant, maintenant âgée de près de 80 ans, malade et usée après une vie longue et bien remplie, elle s'éteint en 969. En suivant les rites chrétiens, elle est enterrée dans l'église de la Dîme à Kiev, et fait l'objet peu après sa mort d'une véritable adoration, qui se répand dans toute l'Europe de l'Est, et elle est même citée comme étant l'égale des apôtres, pour avoir introduit le christianisme dans cette région jusque-là païenne. La légende raconte aussi que son corps aurait été incorruptible, c'est-à-dire que son corps ne se serait pas décomposé normalement, comme si le corps du défunt mettait plus de temps à se détériorer, un état que l'église catholique et orthodoxe associe généralement à un signe de sainteté. Et justement, on parle de sainteté. Même si Olga a échoué à convertir les Varegs au christianisme, elle est considérée comme la première personne à avoir ouvert la voie à la christianisation de cette partie de l'Europe. Et pour cela, elle est canonisée en 1547 et devient Sainte Olga, l'une des saintes les plus connues et vénérées aujourd'hui par l'église orthodoxe. Ce sera finalement son petit-fils, Vladimir Ier, dit le Beau Soleil, qui réussira à christianiser la Russe de Kiev, posant ainsi les fondements de ce qui deviendra la Russie. Et voici comment une princesse varègue particulièrement sanguinaire s'est retrouvée canonisée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez penser au like, aux commentaires, à vous abonner, à me rejoindre en live sur Twitch, et quant à moi je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes.